Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. Sans plus tarder, notre sommaire d'aujourd'hui, samedi. Allez, on y va et on commence par quoi tous les samedis? Par l'aliment de la semaine. Aujourd'hui, on vous propose d'en savoir un peu plus sur le chocolat. Ensuite, notre interview de développement professionnel spécial 100 premiers jours des jeunes recrues, les erreurs à éviter et le sans faute à 100% avec nos spécialistes ce matin. Ensuite, on enchaîne avec la femme aspirante de la semaine. Iman Chahir sera mon invité. Et pour finir, bien sûr, l'interview santé et cette question, docteur, pourquoi je fais des cauchemars? On tentera d'y répondre. Mais pour l'heure, tout de suite, je retrouve mes invités pour vous, bien sûr. À tout de suite. Une nouvelle fois, bonjour et bienvenue à vous sur Média TV. Je vous présente tout de suite mon tour de table. C'est avec un grand plaisir que je reçois pour vous Fatima Al-Hasni. Bonjour Fatima, merci beaucoup d'être là. Bonjour Yasmine. Vous êtes consultante RH et coach professionnel et avec vous aujourd'hui tous les détails pour que les jeunes puissent réussir leurs 100 premiers jours en entreprise. La femme aspirante de cette semaine, c'est vous, Iman Chahir. Vous êtes photographe et impliquée dans l'autisme. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir, madame. Merci beaucoup. Et puis, l'interview santé, les cauchemars, vous allez pouvoir vous en débarrasser, docteur Atman Lorabi? Oui, on en discutera. On en parlera en détail, exactement. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Merci à tous d'être là. L'émission, c'est aussi d'autres rubriques et à commencer par l'aliment de la semaine. Après l'eau ou encore le pain, place aujourd'hui au chocolat. Ah, le chocolat. Difficile de ne pas craquer pour cette gourmandise appréciée des grands et des petits. Mais au fait, d'où vient le chocolat? Originaires d'Amérique centrale et latine, ce sont les Mayas et les Aztèques qui ont cultivé en premier les cacaoyers. Mais ce n'est qu'après son introduction en Europe que l'idée d'ajouter du lait et du miel au cacao fait naître le chocolat que nous connaissons tous. Le cacao est aujourd'hui cultivé partout dans le monde, essentiellement en Asie et en Afrique. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier pays producteur de cacao et couvre près de 42% de la production mondiale. Avec environ 4 millions de tonnes produites par an, il existe plusieurs variétés de cacao qui déterminent des goûts plus fins, plus corsés ou plus aromatisés des différents types de chocolat qui sont plus ou moins riches en cacao. Chaque type de chocolat dispose d'une composition nutritionnelle différente. Avec une teneur en cacao supérieure à 70%, le chocolat noir possède indéniablement les meilleurs atouts nutritionnels pour l'organisme grâce aux minéraux contenus dans le cacao. Il permet ainsi de diminuer la concentration de mauvais cholestérol grâce à ses vertus antioxydantes, et son taux élevé en magnésium limite les effets du stress. Malgré ses propriétés, le chocolat reste calorique et il vaut mieux le consommer à petite dose. À déguster sans culpabilité autour d'un café gourmand, le chocolat est l'aliment idéal pour allier plaisir et nutriments. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est chocolat ici ou pas, Iman? Comment? Ah, c'est vrai? Ah oui, Beaucoup? ah oui. Au lait, blanc ou noir? Vraiment tout le chocolat, avec de l'orange, avec des amandes, avec de la menthe. En fait, vraiment, je suis fan. Fan de chocolat. Ouais. Fatima? À consommer avec modération. Ouais. Il n'y a pas que la consommation du chocolat, mais ces derniers temps, dans le domaine professionnel, on fait aussi des ateliers de coaching avec le chocolat. C'est vrai? Apparemment, c'est comme une thérapie. Ouais. Voilà, ça déstresse. Et puis, J'adore cette thérapie. Surtout pour tous les gens qui font du travail intellectuel, quand on fait du travail manuel, c'est reposant, c'est déstressant. Donc c'est de la fabrication de chocolat? De la fabrication, de la confection. Dans le coaching. Exactement. Excellent. Atman Lorabi? J'adore le chocolat. Gourmand ou oui, bien sûr. fin, Non, gourmand et gourmet, les deux, deux. ça dépend de l'humeur, mais effectivement, à consommer avec beaucoup de modération, parce que, bon, comme c'est si bien dit, c'est hautement calorique. Après, pour les variantes
non noir du chocolat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre et il faut faire attention à sa glycémie. Et forcément, lorsqu'on mange du vrai chocolat noir, à plus de 70% de cacao, on en mange beaucoup moins que si on mangeait un chocolat vraiment, un chocolat au lait, noisette, etc. Parce qu'il y a moins de sucre et donc on sait que le sucre appelle le sucre, mais avec le chocolat noir à plus de 70% de cacao, eh bien, l'amertume du chocolat fait qu'on n'en consomme pas beaucoup. Comme quoi les choses naturelles sont les plus naturelles. Sinon, on aussi du shampoing au chocolat. Aujourd'hui, il y a beaucoup le gel douche au chocolat. Le gel douche au chocolat, le gel douche, c'est vrai. Ça peut remplacer... Bon, de la gourmandise à la vraie vie, à la réalité des jeunes, ça c'est pour notre rubrique boulot de la semaine. Fatima El-Hesni, vous êtes consultante RH et coach professionnel. Merci beaucoup d'être là et surtout d'être là pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Jeunes recrues, comment réussir vos 100 premiers jours? Eh bien, nous allons en parler avec vous, mais juste après, un petit tour d'horizon de ce que pensent les personnes que nous avons rencontrées à l'extérieur. On regarde. Quand on y arrive, eh ben, il faut se distinguer des autres. Il faut se distinguer des autres pour tout simplement prouver que eh ben, on mérite de la titularisation. La période de 100 jours pour les nouvelles recrues, elle est plus qu'importante, je dirais qu'elle est cruciale. Parce que quand on recrute une personne, c'est qu'on a une bonne impression. Et on a envie que pendant cette période d'essai et ces 100 premiers jours, que cette impression se confirme, j'ai envie de dire, que la personne soit évaluée pendant les 3 mois ou 6 mois de la période d'essai. يكون يعني يكون عنده واحد النوع من اللياقه، نوع من الاناقه، نوع من اللباقه في الكلام. من الجانب المهني خاصو يكون عنده حاسه ديال السمع، خاصو يكون كيعرف يتصنت، خاصو يكون كيبحث في الميدان ديالو. الا كيبحث وكيتابر وكيطور اللي كنسميوه لو ديفلوبمون بيرسونيل في المجال ديالو، اكيد غادي ينجح. وشويه الصبر مهم. L'état d'esprit de ces jeunes, en tout cas, ils doivent avoir un esprit ouvert, avoir assez d'empathie, de réactivité, d'envie aussi, d'engagement. Ça c'est important, parce que de plus en plus on est dans une génération qui veut tout de suite. Qui veut intégrer et au bout de 2 ans devenir manager et ensuite devenir directeur. Et c'est quelque chose qui n'est pas réalisable comme ça tout de suite. Pour un nouveau recrue, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être toujours professionnel, ponctuel, surtout ponctuel. Du calme et expliquer clairement les consignes. Et après, c'est à l'entrepreneur de voir aussi comment ça se passe, s'il y a un bon feeling, etc. Donc voilà. Beaucoup de persévérance et beaucoup de courage. Alors pour commencer, Fatima El-Hesni, pourquoi la barre des 100 jours est-elle importante? Et est-ce que c'est plutôt un chiffre rond qui fait joli ou ça a vraiment son poids? Bon, c'est plus un titre, on va dire, pour attirer, pour intéresser les nouvelles recrues, pour qu'elles lisent soit des articles, soit regarder des émissions, etc. C'est un titre accrocheur. Mais en fait, les 100 jours, ça correspond à peu près à la période d'essai, à la période d'intégration d'une nouvelle recrue. Vous savez, quand un candidat passe par le système, on va dire, le processus de recrutement, malgré tous les tests qu'il va passer, les évaluations, etc., l'entreprise reste malgré ça pas certaine à 100% que c'est bien la personne qu'il lui faut pour remplir une mission, pour prendre un poste. Donc, elle s'octroie cette période, on va dire, de test et d'évaluation, durant laquelle il va d'abord donner, on va dire, l'occasion à la nouvelle recrue de connaître l'environnement de l'entreprise, de connaître son fonctionnement, d'apprendre son métier. Mais attention, durant cette période aussi, on va le tester, on va l'évaluer pour être sûr et certain, exactement, pour être sûr et certain que c'est la bonne personne qu'il nous faut pour le poste. Ok, mais justement, qu'est-ce qu'attend l'entreprise de cette nouvelle recrue? D'abord, ce qu'elle attend, c'est que la nouvelle recrue, c'est qu'elle puisse remplir sa part du contrat.
quand le candidat a postulé pour un poste ou quand il a été engagé, quand il a signé un contrat, on lui a expliqué bien la responsabilité qu'il va avoir, la mission, les responsabilités, l'ensemble des attributions. Donc ce qu'on attend en retour, c'est que vous soyez capable de faire ce travail-là. Mais durant la période, on va dire, durant les premiers 100 jours, on va être un peu tolérant, on va être pas très exigeant envers la nouvelle recrue, parce on parle de la nouvelle recrue, celle qui vient d'être diplômée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais travaillé. Bon, elle a passé des stages, etc., mais ce n'est pas la même chose. Donc on attend de la personne à ce qu'elle puisse vraiment profiter de tout ce qu'on va mettre à sa disposition pendant cette période d'intégration, pour qu'elle puisse par la suite prendre le poste et être opérationnelle. L'entreprise a besoin d'avoir des personnes qui sont opérationnelles. Malgré ça, on va lui octroyer une période durant laquelle on va lui laisser apprendre, découvrir, pour que par la suite, il puisse devenir rapidement opérationnel. Mais est-ce qu'on va peut-être la challenger, peut-être dans certaines entreprises, je vous pose la question, de la challenger avec une petite forme de biseautage, Pas vraiment, en fait, parce que l'entreprise, quand elle recrute quelqu'un, elle lui fait signer un contrat, c'est-à-dire que déjà, plus de 50%, on va dire jusqu'à 80%, on se dit c'est le potentiel qu'il nous faut. D'accord ? Mais par la suite, bon, le challenger, c'est plus pour voir est-ce qu'il est capable de prendre ses fonctions, des responsabilités. On va pas le titiller, on va pas... Non, on ne va pas le mettre face à certaines difficultés pour voir ses réactions. Vous savez, ça dépend du système de management de chaque entreprise. On peut le tester moyennant des actions, etc., pour voir, par exemple, s'il va résister au stress, s'il est capable de prendre la parole en public, d'animer, de faire des présentations. Si je parle, par exemple, d'un commercial, on peut, par exemple, faire des petits tests pour voir s'il est capable de négocier avec un client, etc. Mais tout ce que fait l'entreprise, c'est vraiment dans l'intérêt de la nouvelle recrue pour qu'elle puisse être opérationnelle dans l'intérêt de l'entreprise également, bien sûr. Tout à fait. Ok, alors, quelles sont les principales erreurs des jeunes recrues ? Il y en a plusieurs, parce que c'est un parcours sans faute, la période d'intégration, mais ce n'est pas grave. C'est avec les erreurs qu'on apprend, et ça, les recruteurs, les entreprises le savent très bien. Moi, je dirais la première erreur qu'une nouvelle recrue peut faire, c'est de ne pas s'adapter rapidement à son nouveau poste, c'est-à-dire de ne pas quitter rapidement le costume de l'étudiant. Vous savez, parce que l'environnement de l'école, le parcours académique, c'est un environnement où on est plus à acquérir un savoir. Dans l'entreprise, c'est tout à fait le contraire. Vous n'êtes pas évalué sur votre savoir, contrairement à pendant l'université ou l'école. Vous êtes plus évalué sur votre savoir-faire et votre savoir-être. C'est très important. C'est très compliqué et délicat parce que c'est un jeune qui n'a peut-être jamais travaillé à part des stages et à qui on demande de rapidement enlever le costume de l'étudiant pour mettre celui du salarié, du professionnel. Et pourtant, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que moi, ma première recommandation, mon premier conseil, c'est que les étudiants doivent vraiment profiter, surtout des stages, pour pouvoir vraiment se mettre rapidement dans l'environnement de l'entreprise, arriver à l'heure, être ponctuel, savoir communiquer, savoir discuter, savoir rendre un travail rapidement et d'une manière efficace. Tout ça, c'est des choses qu'il faut pratiquer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va lui accorder les 100 jours, c'est pour que justement on va lui permettre de s'intégrer petit à petit et facilement dans ce nouveau environnement. Donc ça, c'est la première erreur. Mais il faut du temps pour que la jeune recrue puisse s'adapter à ce nouveau rythme. Vous savez, moi je connais déjà dans mon environnement des jeunes qui me disent les premiers jours c'est très fatigant, c'est difficile. Oui, parce que le rythme aussi, c'est un rythme auquel on n'a pas été habitué. Et puis c'est tous les sens de la personne qui sont mis en œuvre pour pouvoir s'adapter parce que c'est toute une découverte. Tout à fait. Et donc l'erreur que je disais, c'est qu'il faut oublier, ça y est, on n'est plus étudiant. On n'est plus là pour... C'est vrai qu'on va toujours apprendre tout le long de sa carrière, mais ce qu'on attend de vous, c'est de nous montrer ce que vous savez faire. Donc il ne faut pas rester en retrait et d'attendre à ce qu'on nous donne un travail à faire, etc. Donc il faut adopter au fait une posture, ça a été dit dans le micro-trottoir, adopter une posture d'écoute, d'observation et d'ouverture. Donc il faut que je puisse aller vers les autres, demander de l'information et ne pas rester en retrait et attendre à ce qu'on me donne du travail à faire.
Vous en pensez quoi, docteur Lorabi? Non, effectivement, les 100 premiers jours, même d'un point de vue psychique, ça correspond à une période d'adaptation. Ce qu'on appelle une période d'adaptation en psychologie, c'est le fait d'arriver petit à petit à faire moins d'efforts pour assumer cette nouvelle routine. Grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire. Mais pour un médecin, par exemple, est-ce qu'il y a les 100 premiers jours du cabinet? Ou les 100 premiers jours de pratique? Ou c'est plutôt une notion d'entreprise? Non, parce que pour nous médecins, comme il y a, c'est vrai, la formation universitaire, mais il y a la formation aussi pratique, parce qu'on a tous travaillé plusieurs années au moins à l'hôpital avant de commencer, donc c'est peut-être pas la même approche, et effectivement, c'est ce qui aide, c'est qu'il y a une approche beaucoup plus progressive. Il y a moins de changements abrupts, on va dire ça comme ça, mais moi j'aurais tendance à dire, juste pour mettre mon petit grain de sel, c'est que souvent aussi les jeunes pêchent par, surtout pour les plus motivés, pêchent par excès. C'est-à-dire qu'à un certain moment, donc ils ont leurs tâches, etc., ils s'adaptent très bien, etc., mais ils ne savent pas tenir leurs tâches et ne pas commencer à prendre la mauvaise habitude de prendre du travail en plus, parce que ce n'est pas un rythme qui est tenable au long cours. Donc ça, c'est quelque chose... Ne leur dites pas de travailler moins d'emblée. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas travailler moins, mais c'est faire ses tâches. C'est très important. Point. Voilà, et le fait de se retrouver à faire plus, oui, pourquoi pas, pendant une durée déterminée, mais ça n'est pas tenable psychologiquement au long cours. Iman Chahed, vous êtes aussi passé par l'entreprise avant de passer au monde de l'art. C'était vraiment un passage éclair. Et vous les avez vécus comment, ces 100 Mais avec premiers du jours? recul, c'était pas fait pour moi. Mais à l'époque, je ne réfléchissais pas comme ça. J'avais fait des études, il fallait que je travaille dans le monde de l'entreprise. Mais c'était pas du tout évident. C'était dur les premiers jours? Ah non, mais vraiment très, très, très dur. Très, très dur. En tout cas, pour moi, l'adaptation était très, très, très difficile. Justement, passer de ce monde étudiant au monde de l'entreprise où il faut être vraiment opérationnel, alors qu'il faut vraiment un certain temps pour trouver ses repères. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend de l'environnement. Il y a des environnements plus écologiques que d'autres. Ouais. Alors, nous avons aussi des questions d'internautes, téléspectateurs. Alors, on a une première question. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que je dois accepter toutes les tâches de mon supérieur hiérarchique, même si elles ne sont pas de mon ressort? Déjà, la première des choses, quand on parlait des erreurs, parmi les erreurs que font les nouvelles recrues, c'est qu'elles ne comprennent pas leur périmètre et leur champ d'intervention. C'est très important. C'est vrai que quand on a répondu à une annonce, il y avait un descriptif de poste, etc. Mais en fait, il ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est ça. Donc, quand je prends mes fonctions, il faudra que je comprenne, bien sûr, ma mission principale, mais l'ensemble des attributions, l'ensemble des tâches que je dois faire, que je dois exécuter. Au fait, quand vous discutez avec votre manager, quand vous discutez votre descriptif de poste, l'ensemble des tâches, mais aussi celui de vos collègues, etc., déjà, ça montre vous laissez une bonne impression. Parce que durant les 100 jours, il faut faire une bonne impression, que vous n'êtes pas quelqu'un qui prend n'importe quoi, ou peut-être si les collègues ne veulent pas faire le travail, on va le donner à la nouvelle recrue qui est gentille, etc. Non, il faut se montrer, il faut faire une bonne impression. Ça peut être mal interprété, Fatima, parce que justement, une jeune recrue qui essaye un petit peu de s'imposer, parce qu'elle sait que finalement, elle a été recrutée pour ça et non pas pour ça, et on veut lui coller ça aussi. Souvent, ce qu'on entend dans les couloirs, mais elle vient d'arriver et déjà, elle veut s'imposer et déjà, elle ne veut pas faire le travail. Moi, à sa place, ou moi, quand je suis arrivée, je rasais les murs, je voulais absolument qu'on me retienne. S'imposer, ça ne veut pas dire non comme ça à son supérieur. D'ailleurs, c'est mal vu. C'est ça, exactement. Donc, la demi-mesure est compliquée pour durant des jeunes. les 100 premiers jours, il faudra qu'on prenne, mais qu'on comprenne aussi ce qu'on nous donne. Est-ce que ça fait partie est-ce que c'est un travail que je vais faire en continu durant tant que j'occupe ce poste, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été donné à quelqu'un d'autre qui ne voulait pas faire? Donc, il faut apprendre. Il faut prendre de sa hiérarchie et apprendre. Voilà. Est-ce que on va dire la recommandation principale, c'est pas de dire à ces jeunes soyez flexibles,
tout dépend de l'environnement dans lequel vous allez être. Bien sûr, au final. Bien sûr qu'il faut être flexible. Il ne faut pas oublier, vous êtes en train de faire votre premier pas dans l'entreprise, vous voulez faire une carrière. Donc au début, vous êtes... parce qu'il ne faut pas avoir aussi la grosse tête, voilà, et de dire non, moi je suis cadre, moi on m'a dit... Parce que parfois, on vous dit des choses à l'université, etc., qui sont tout à fait déconnectées de la réalité. Non, durant votre stage d'intégration, vous devez vraiment apprendre et prenez le maximum. Une fois confirmé, vous êtes opérationnel, ben ça c'est autre chose. Eh bien, merci beaucoup Fatima Al-Hasni pour ces précieux conseils. Vous êtes consultante RH et coach professionnel et ça a renvoyé chacun dans son vécu par rapport à ces 100 premiers jours. Oui. Merci beaucoup. On reste ensemble bien évidemment, on passe à notre prochaine rubrique. Elle est inspirante, c'est notre femme de la semaine et elle s'appelle Iman Chaer. Iman Chaer, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de vous rencontrer, de vous recevoir. Merci vous êtes très, très dynamique sur les réseaux sociaux, vous partagez énormément de choses. Vous êtes photographe et grandement impliqué dans l'autisme. Ouais. Nous allons comprendre dans quelques instants pourquoi, mais juste avant, on propose un reportage. Nous sommes venus chez vous, notre équipe est venue chez vous, et voilà ce que vous nous avez raconté. Je suis Iman Chaer, photographe. J'ai réalisé aussi quelques courts-métrages. Mais à l'origine, j'étais négociatrice commerciale internationale. J'ai aussi créé une enseigne, Pipoy Design, qui est une enseigne d'art digital. Je l'ai créée avec mon fils Pipoy. Et puis de temps en temps, je fais des conférences sur le thème de l'art et de l'autisme. Lorsque j'ai eu mon enfant, j'ai démissionné parce qu'il était autiste. J'ai décidé de m'occuper de lui. Et comme c'était pas facile, des fois, j'avais envie de me changer les idées. J'ai commencé à écrire des articles sur Tanger parce qu'en fait, je suis originaire de Tanger, même si je vis à Casa. Et pour illustrer ces articles, je prenais des photos de la Casbah, je déambulais. Et un jour, quelqu'un m'a contacté pour participer à une expo sur le thème de Tanger à Séville. C'était en 2007 et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc je suis devenue officiellement photographe en 2007. Ce qui me motive, c'est tout simplement la vie avec ses couleurs. C'est la simplicité, l'authenticité et puis je me dis carpe diem. Dans les prochaines années, j'aimerais bien réaliser un film. C'est vraiment un rêve de petite fille, un rêve d'adulte. Et comme j'avais réalisé un court-métrage qui s'appelle Le Chapeau Mauve, j'aimerais vraiment que Le Chapeau Mauve devienne un long-métrage. Si j'ai un message à donner, donc je dirais aux gens, ne vous prenez pas la tête. La vie, elle est très compliquée. Le bonheur, c'est une décision. Si on ne décide pas d'aller chercher la blague, elle ne viendra pas à vous. Donc, cherchez à rire. C'est ça la vie. C'est ça la vie pour Iman Chaer. Et on se prend la tête ici, sur le plateau? Non, on est bien, Iman. Non, pas du tout. Non. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. On va essayer de comprendre avec vous votre histoire et l'histoire de Mohamed aussi, votre fils, devenu aujourd'hui Pipoy. Pipoy, oui. Alors, on a l'impression que vous avez vraiment apprivoisé l'autisme. C'est l'impression qu'on a à chaque fois qu'on vous entend parler. Mais c'était un très long parcours et tout a commencé, bien sûr, avec la naissance de votre fils. Tout à fait. Donc, pour vous raconter un peu notre histoire, Pipoy, bon, c'est son pseudo artistique, il s'appelle Si Mohamed, et mon aîné. Donc, quand je l'ai eu, je ne savais vraiment rien sur l'autisme, mais vraiment. Et même ce que j'avais comme idée sur l'autisme, c'était vraiment des choses négatives. Ok. Donc, j'ai eu Si Mohamed. À l'époque, je travaillais dans le monde de l'entreprise et j'ai vite compris qu'il fallait que je démissionne quand j'ai eu le diagnostic. Mais déjà, pour avoir le diagnostic de l'autisme, c'était vraiment le parcours du combattant. Donc, vous l'avez eu quand il avait quel âge? Parce que souvent, on dit que le diagnostic tombe tard. Donc, bon, je dirais il avait 7-8 ans. Tout de même. 7-8 ans, Et oui. pourtant, je pense qu'il a été déscolarisé bien avant. Bien avant, parce qu'en fait, moi, comme c'était mon aîné, moi, je le trouvais farouche, mais pour moi, il n'était pas autiste ou...
entre guillemets handicapé, parce qu'après, bon, l'autisme, bon, pour certains c'est un handicap, pour d'autres c'est une maladie, pour d'autres un trouble, une différence, peu importe, peu importe. Mais pour moi, il était entre guillemets normal. Donc c'est quand je l'ai inscrit donc, au jardin d'enfants qu'on a commencé à me convoquer. Voilà, il est différent, voilà, il est agressif. Et puis il a parlé très tard, il ne parlait pas. Donc j'ai commencé à consulter. Il avait 5 ans à peu près, c'est 5 ans. Donc j'ai commencé à consulter les médecins ici. On est allé en France et puis voilà, le diagnostic est tombé lorsqu'il avait 7 ans. Il parlait toujours pas. Ouais. À 5 ans déjà déscolarisé, comment on le vit? Ah ben très 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 mal. Voilà. Très 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 mal. Surtout que moi j'avais fait des études longues, mon mari aussi, donc c'était carrément, il fallait faire le deuil. Le deuil c'est pas évident. Donc comme je le dis à chaque fois, donc c'était soit la dépression nerveuse, soit il fallait trouver. J'ai décidé d'être heureuse parce que, encore une fois, je le dis souvent, le bonheur, c'est une décision. Donc, mais je n'avais rien, je ne savais rien sur l'autisme. On n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Beaucoup moins. Même les médecins en France m'ont dit, bah, madame, s'il y a un hôpital de jour au Maroc, voilà. J'avais aucun espoir, mais vraiment aucun espoir. Donc, comment ça se manifestait? Il était agressif, il ne parlait pas, il était ingérable, il était replié sur lui-même, ça se manifestait comment? Alors, donc il était dans son monde, bon, ça tout le monde le sait, autiste, dans son monde, dans sa bulle. Il alignait, il ne jouait pas avec les autres, donc il n'y avait pas d'échange avec les autres enfants, il ne jouait pas au ballon, tout ce qui était échange, lui, voilà, il n'échangeait pas, par contre, il alignait. Quand il jouait, c'était aligner les choses, les coussins, les chaussures, agressif. Non, il avait beaucoup de crises d'angoisse. Donc beaucoup de choses lui faisaient peur, le vent, le coiffeur, beaucoup. En fait, c'était des angoisses du matin jusqu'au soir. Mais moi, à l'époque, je ne savais rien sur l'autisme, et même les médecins ne m'ont rien donné. Donc, grâce à Internet, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et c'est là où j'ai décidé d'être positive. Alors, donc, ce que je faisais, je cherchais ce qui était positif sur... tout ce qui était positif sur l'autisme, je le gardais, je le retenais. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le positif de l'autisme, en fait? Comment vous l'avez amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui, un artiste? Alors, en fait... Connu mondialement, il expose... il a exposé dernièrement à New York aussi. Oui. En fait, j'ai trouvé pas mal de témoignages aux États-Unis. Alors, c'était soit des mamans, soit des grands-mères qui racontaient donc, l'histoire de leur enfant autiste qui était complètement condamné par les médecins aux États-Unis. Complètement. Et qui témoignaient parce que leur enfant, aujourd'hui adulte, est devenu soit musicien, soit peintre. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup d'espoir. L'art, en plus... Et moi... Mais comment on canalise un enfant autiste? Parce que... C'est très difficile. Voilà. Donc là, parce que quand vous en parlez, vous dites oui, l'art, c'est comme si c'était une alternative facile, mais vous seul pouvez nous dire combien ça a pu être difficile. Alors, c'était difficile au quotidien, ça c'est clair, donc les crises d'angoisse, de peur, mais en même temps, j'ai appris à l'observer et à le connaître. Et aujourd'hui, je conseille à tous les parents d'enfants autistes, vous êtes les seuls qui puissent observer votre enfant. Il faut mais vraiment le connaître. Mais c'est vrai que c'est une énergie à donner, mais vous êtes une maman, vous n'avez pas le choix. Donc, il y avait les crises, mais il y avait parfois des choses très très positives qui apparaissaient chez lui. Et donc, ce que j'avais lu à travers les articles commençait à se voir chez lui. Au départ, donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de le familiariser avec l'art. Je lui ai montré des tableaux, des reportages sur les villes. Et en fait, il était très curieux parce que un enfant autiste, dans le monde réel, est vraiment perdu. Alors,
pourquoi il est perdu. Qu'est-ce que l'autisme? Donc moi, je vais donner ma définition. C'est vrai que l'autisme est très très complexe, mais ça c'est vraiment, c'est ma définition. L'autisme, c'est une hypersensibilité sensorielle. Donc, un enfant, hein, et après, il y a tout un spectre de l'autisme, il y a des degrés, il y a... voilà. Donc, un enfant, si on le jette comme ça dans le monde réel avec toutes ces agressions, hein, les agressions de l'environnement, il va être complètement angoissé. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, bien évidemment. Justement, les parents qui nous regardent, qui sont concernés par cette thématique, sont extrêmement attentifs à votre vécu, votre parcours, à vos conseils aussi. Lorsque le diagnostic tombe, lorsqu'on essaye de trouver une solution, vous, c'est vers l'art que vous êtes allé, et aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes un vrai duo d'artistes. Oui. Parce vous êtes quand je vous vois, en fait, j'ai l'impression de voir deux potes. Parce qu'en fait, il m'a aussi guidée. Parce que ce qui s'est passé, moi, quand j'ai démissionné, comme je l'ai dit dans le reportage, donc je m'occupais de lui, mais il fallait quand même souffler, parce que être une mère, c'est aussi être une femme. Donc il fallait quand même que j'ai un passe-temps. Donc je me suis mise à la photo, et donc finalement, c'est grâce à qui? Grâce à l'autisme, parce que si j'étais dans le monde de l'entreprise, je ne pense pas que j'aurais eu du temps pour moi. Donc finalement, c'est grâce à son autisme. Et comment vous décompressez en tant que femme aussi? Parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes mère, mais vous êtes aussi femme, épouse, mère d'autres enfants qui sont arrivés. Donc comment on arrive à apprivoiser comme vous l'avez fait l'autisme? Alors, ce qui s'est passé, l'autisme m'a menée à l'art. Donc, j'ai commencé à faire de la sensibilisation sur l'autisme grâce à l'art, mais je ne fais pas que de la sensibilisation sur l'autisme. J'utilise aussi l'art pour moi. Donc, j'ai photo, réalisation de courts-métrages, mais aussi qui n'ont rien à voir avec l'autisme. Donc en tant que femme, je suis artiste, mais je ne suis pas non plus que dans l'autisme. Est-ce que les parents que vous rencontrez arrivent un petit peu à se détacher de la situation et à vivre des moments pour eux, de parents, de couples, d'individus, ou bien il y a cette culpabilité face à cet enfant et cet engagement c'est très difficile. C'est vrai que surtout les mamans, il y a plus de mamans qui sont impliquées. Bon, ça, c'est un autre débat, maman, papa. Mais très, très difficilement. Les mamans, elles sont impliquées à 100%. Quand on a un enfant autiste, mais vraiment, la mère, elle est impliquée. Après, on fait avec les moyens du bord. Tout à fait. Après, bon, c'est vrai que moi, j'avais une âme d'artiste, ça m'a aidée. Après, donc, il y a aussi, maintenant, il y a eu quand même des progrès. Là. Mon fils, aujourd'hui, a 20 ans. Il y a eu, on dit que le diagnostic est encore difficilement ça reste posé, difficile. Parce que c'est à large spectre, comme on dit. C'est un spectre qui est large. Et puis, là, à chaque fois, moi, je dis, là, je partage mon histoire. Je ne veux pas non plus généraliser, mais faites de l'art quand même. Voilà. Faites de l'art. C'est une histoire positive. Parce que moi, en fait, c'est grâce à ces témoignages-là que finalement vous avez pu construire. Vous êtes un relais aujourd'hui. J'ai eu de l'espoir, donc pourquoi pas? Peut-être que mon histoire peut inspirer ou pas, mais bon voilà, je ne veux pas généraliser. Il y a un spectre qui est vraiment large. Donc voilà. Merci beaucoup, Iman Chael. On va marquer une courte pause et on revient. Nous avons une question de téléspectateurs pour vous, juste après la pause. À tout de suite. Très bon samedi à tous. On espère que vous êtes bien installés devant votre télévision. On continue dans On se dit tout sur Média TV avec les différents spécialistes, différents intervenants. Fatima Hasni, consultante RH et coach professionnel. Dr Atmal Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. Et ma femme aspirante de la semaine, Iman Chael, photographe et impliquée dans l'autisme. Merci beaucoup, Iman. Nous parlions justement de votre vécu avec l'autisme à travers Pipoy, aujourd'hui artiste international. Né Mohamed est né
enfants autistes. Alors, on a une question de téléspectateurs. Nous sommes arrivés à ce stade-là de l'échange avec vous. Nous avons une maman qui dit « Mon enfant a été diagnostiqué autiste. Quel conseil donneriez-vous à une maman active ?» Je rappelle que les téléspectateurs peuvent poster leurs questions sur notre site, sur notre page Facebook, pas notre site internet, notre page Facebook mediantv.com. Voilà. Mon enfant a été diagnostiqué autiste. Tout d'abord, il faut être vraiment patient. Donc, ce n'est pas facile au départ, mais voilà, il faut être persévérant. Il faut apprendre à observer son enfant. Ça, c'est vraiment le travail des parents et non pas celui d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre, parce que bon, l'enfant vit avec ses parents, donc une maman peut connaître son enfant mieux qu'un psychologue. Donc, vraiment observer l'enfant. Et vraiment comment dédramatiser comme vous l'avez fait? Il faut relativiser. Moi, en fait, j'ai beaucoup relativisé. Et puis, c'est vrai que ce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut avoir une autre vision du monde, de la vie. Et puis, il faut faire fi de certains codes de la vie, de la société. C'est vrai que c'est très douloureux pour les parents. Mais moi, par exemple, bon, à l'époque, mais aujourd'hui, les enfants peuvent être scolarisés avec une AVS ou une auxiliaire de vie scolaire. Mais il faut se dire, par exemple, bon, mon fils, par exemple, ne fera pas l'école, ce n'est pas la fin du monde. Il fera autre chose. Il fera de l'art ou... c'est vrai qu'en art, on peut ne pas avoir de diplôme, mais il faut dédramatiser, il faut relativiser, sinon on n'avance pas dans la vie. Donc moi, le conseil, c'est patience, beaucoup de patience, observer son enfant pour voir s'il n'a pas une capacité, une compétence, et je suis sûre qu'il a quelque chose. Ça peut être du jardinage, ça peut être... voilà. C'est beau aussi, paysagiste. Pour finir, justement, votre vision aujourd'hui sur l'autisme, votre vision de l'autisme. Moi, ma vision, elle est positive, mais très large. Oui, un handicap. Après, tout dépend des cas. Mais moi, ce que je peux vous dire, même les cas les plus douloureux, encore une fois, tous ces témoignages que j'avais, voilà, tous ces témoignages aux États-Unis, il y avait vraiment des enfants qui étaient condamnés. Faites le deuil de votre enfant, c'était ça. Donc, beaucoup d'espoir. Et ne jamais faire le deuil de son enfant. Ah oui, parce qu'en autisme, tout est possible. Eh bien, on va rester sur cette note positive. Merci beaucoup, Iman Merci à Chahir. vous. Vous êtes photographe et vous êtes très impliquée dans l'autisme. Merci beaucoup d'avoir parlé vraiment avec tout votre cœur de ce sujet qui vous concerne pleinement et directement. On reste ensemble sur Média TV, bien sûr. On enchaîne avec quoi? Eh bien, avec l'interview santé. Docteur Atman Lorabi, je fais des cauchemars. Pourquoi? On revient dans quelques instants. Et en fait, on n'est pas parti très loin. Hein. Quelques instants, c'est vraiment quelques secondes. Allez, les cauchemars, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ça nous raconte des choses sur nous? Vous allez nous dire tout ça dans quelques instants, justement. Mais là, c'est vraiment dans quelques instants, Dr Atman Lorabi, juste après cette petite animation réalisée par nos équipes. Bien qu'ils soient effrayants et désagréables, les cauchemars sont un phénomène normal et universel qui touche près de 85% des adultes occasionnellement. Ils surviennent pendant la phase de sommeil paradoxal et sont souvent des rêves longs et angoissants. Le réveil est éprouvant avec un rythme cardiaque accéléré et une sensation d'angoisse diffuse. Les enfants font des cauchemars beaucoup plus souvent que les adultes. Entre 3 ans et 6 ans, 10 à 50% des enfants en font occasionnellement. Cela fait partie de leur développement normal. Chez l'adulte, la fréquence et l'intensité des cauchemars diminuent au fil des années. Passé la soixantaine, ils disparaissent peu à peu pour devenir quasiment inexistants. Les causes d'un cauchemar peuvent être difficiles à identifier et peuvent ainsi provenir, entre autres, d'une peur refoulée, d'un conflit intérieur, d'un stress dû à un changement ou d'un événement marquant lu dans un livre ou vu à la télévision. Différentes études prouvent qu'il existerait un lien entre la position choisie pour dormir et la qualité de notre sommeil. Les cauchemars seraient ainsi plus fréquents chez les personnes qui dorment sur le côté gauche. 40,9% passeraient une nuit agitée contre seulement 14,6% de ceux qui choisissent de dormir sur le côté droit.
Quel que soit l'âge, il n'y a pas de recette miracle pour éviter les cauchemars. Veillez à créer un environnement sécurisant avant d'aller au lit pour reposer votre corps et votre esprit. Et c'est presque, dis-moi de quel côté tu dors, je te dis si tu fais des cauchemars ou pas. Fatima, à droite ou à gauche? Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Imen, droite ou gauche? Ça dépend aussi, Ça dépend. mais c'est vrai que le côté gauche, donc c'est le cœur, et on m'a dit il vaut mieux ne pas dormir sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Alors, mythe ou réalité, docteur? Je pense qu'il y a des mythes parce que en fait, il y a différentes. Selon qu'on soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, ça peut impacter la qualité de notre respiration et ça peut aussi impacter la qualité de notre sommeil. Si on fait par exemple des reflux gastro-œsophagiens, ça va donner des petites choses. Mais alors. Le cauchemar, justement. Alors, la question vraiment, en préparant l'émission, je me dis, mais finalement, un cauchemar, parce qu'on en a tous fait, je me dis, ça commence jamais par un cauchemar. Non. En général, c'est un rêve, et ça peut être un beau rêve, mais à un moment, il y a un truc qui se passe, qui dérape et tout bascule, en fait. Tout à fait, c'est ça la définition d'un cauchemar. C'est un rêve qui s'accompagne en général donc d'une forte émotion, principalement de la peur, de l'anxiété ou de la tristesse, et qui en général cause le réveil avec souvent un souvenir assez vivace et douloureux. Et des réactions physiques aussi. Bien sûr. Donc quand je parlais de peur, effectivement, ça s'accompagne de symptômes physiques, tachycardie, la sensation d'étouffer, etc. Tout en sachant que quelquefois, on confond un petit peu les cauchemars avec des phénomènes aussi qui interviennent la nuit, à peu près au même niveau que les cauchemars, qui s'appellent la paralysie du sommeil. Donc ça aussi, ça se manifeste par un réveil, où on est très très angoissé, etc. Mais bon, à la différence, comme son nom l'indique, la personne est terrorisée par une incapacité à bouger qu'elle ressent, qui est là. Mais voilà, beaucoup de gens appellent ça des cauchemars. Ce sont des phénomènes qui sont parfaitement normaux. Okay. J'insiste lourdement là-dessus, ça n'est pas une maladie. Est-ce que c'est une proportion ? C'est normal si ce n'est pas récurrent. C'est une question de retentissement. Et c'est là où la récurrence est importante. Parce que quand on parle de cauchemar, alors le petit docu montre, l'a très bien dit, il y a le stress, la peur, les événements, les conflits, les chocs, etc. Il y a aussi des conditions médicales, il ne faut pas l'oublier. La fièvre, et surtout quand on parle d'enfants, c'est extrêmement fréquent de faire des cauchemars quand on est fébrile. Hein, et puis il y a d'autres histoires qui sont plutôt en lien avec l'hygiène de vie, qu'il ne faut pas négliger. Donc ce sont les repas copieux le soir, ça c'est très connu, mais aussi... Donc on est un peu responsable de nos cauchemars. Un petit peu, oui, tout à fait. Et les changements de rythme de vie, c'était notamment quand on est calé sur un rythme veille-sommeil et puis on se cale sur un autre, comme à l'occasion par exemple du retour de vacances, etc. Donc ce sont des petites choses qui peuvent favoriser l'émergence, entre guillemets, de cauchemars qui peuvent se répéter peut-être sur quelques jours, mais on parle de pathologie quand il y a un impact sur la vie quotidienne, quand il y a un impact sur la vie psychique. C'est-à-dire que la personne fait très souvent des cauchemars ? Quand la personne... Alors, il y a des causes directes du fait de faire des cauchemars et d'être très souvent réveillé, avec le plus souvent, chez ces gens-là, une difficulté à se rendormir, inexorablement, il y a une dette de sommeil, donc il y a une plus grande vulnérabilité au stress pendant la journée, de manière très schématique, ce qui favorise davantage de cauchemars la nuit d'après, et on est dans une espèce de cercle vicieux. Ça, c'est la cause directe, mais aussi des causes indirectes, parce que je pense que tout le monde, les cauchemars, ça l'interpelle. Oui. Et donc ça nous interpelle et on essaie de trouver des raisons ou d'essayer de donner du sens. Alors il y a des raisons qui sont de l'ordre du mystique, où on croit qu'il y a une prémonition là-dedans, où il y a une espèce de message ou une espèce d'avertissement. Il y a d'autres choses qui, au contraire, il n'y a pas d'explication mystique, mais on focalise sur cette peur parce que elle fait résonance avec une peur qu'on a au plus profond de nous. Donc ils partent de nous un peu, ces cauchemars. Totalement. Ils viennent nous parler de nous-mêmes. Totalement. Il y a plusieurs... À ce jour, on ne sait pas exactement pourquoi scientifiquement on fait des rêves et pourquoi on fait des cauchemars. C'est-à-dire, on ne peut pas l'affirmer. Mais il y a plusieurs pistes de réflexion, il y a plusieurs théories. Et le cauchemar, comme le rêve, ce serait un petit peu comme si notre cerveau... parce qu'il ne faut pas oublier que ça intervient au moment du sommeil paradoxal où on a une activité cérébrale quand même assez intense, presque au niveau, comme si on était réveillé, que notre cerveau vit des choses en simulation. C'est comme ça que je vous donne un petit exemple, c'est comme un pilote de ligne qui va s'entraîner pour piloter tel gros avion, et il va passer par des heures de simulateur avant de prendre l'avion, etc., pour se préparer
à affronter la chose. C'est la même chose pour nous, pour nos peurs, pour nos angoisses. Assez souvent, surtout quand on est dans des situations, je dirais, stressantes, avec pas mal d'adversité, eh ben, c'est là qu'il peut y avoir des cauchemars fréquents. Et très probablement, ce sont des choses qui nous habituent quelque part à cette peur-là pour qu'on puisse l'affronter et la dépasser. C'est pas mal comme décryptage. C'est un principe, ça relativise en fait. C'est le principe de l'apprentissage. Vous savez, quand, dans les thérapies concernant les phobies, les peurs, etc., très souvent, on a besoin de ce qu'on appelle une exposition dans l'imaginaire, c'est-à-dire où la personne, on lui fait un scénario, etc. Et puis, dans l'imaginaire, elle vit cette peur. Et une vraie réaction de peur. Hein, et ça correspond à peu près le même phénomène. Fatima, vous en pensez quoi de savoir que vos cauchemars vous préparent à la vraie vie? Oui, d'abord, moi, mes cauchemars, ils sont liés plutôt à des repas copieux très tard le soir. Donc ça, je l'avais découvert. Donc maintenant, ça y est, j'ai revu, on va dire, un peu mon mode de vie. Donc ça, j'évite. Mais oui, c'est lié, bien sûr, dans le monde professionnel, à toutes les situations de stress qu'on va vivre dans son travail. Et en fait, on va faire de mauvais rêves, mais en fait, ils vont nous interpeller quelque part. Donc, on va prendre ce rêve, ce message qu'on a reçu. Cauchemars, finalement. Il faut les aimer, je pense qu'ils sont difficilement aimables. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce qu'on va... Il faut les voir positivement. Il faut les voir à un niveau métaphorique. C'est ça, parce que quand vous donniez l'exemple de la vie professionnelle, par exemple, on peut avoir un manager horrible qui nous met la pression, etc. Et puis, on est à la croisée des chemins dans notre carrière. On se demande, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce que... Et on peut, par exemple, commencer à faire des cauchemars où on est perdu et on cherche notre chemin et on n'arrive pas à trouver notre chemin. Donc, a priori, ça ressemble... C'est pas le manager qui est en train de crier, mais il faut les voir à un niveau métaphorique réellement. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente, cette peur qui est générée donc, dans ce cauchemar-là? Iman, on dit que les artistes font beaucoup de rêves et de cauchemars. C'est vrai? Ou vous, en tant qu'artiste? Moi, je ne fais pas beaucoup de cauchemars, heureusement. Pas de bois. Mais, par contre, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à notre époque, on fait peut-être plus de cauchemars dus à l'utilisation des écrans, Internet et de toutes ces images? Juste avant de dormir, cette stimulation aussi du cerveau. Cette stimulation. Forcément. Moi, je suis convaincu, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience, au moins, c'est qu'après un film d'horreur, qu'on fasse des cauchemars. Alors, je pense que tout le monde s'accorde à dire ça. Et je pense très honnêtement que le fait d'être confronté à des images violentes, moi je pense que c'est davantage le contenu, ça n'est pas... comment dire, ça n'est pas sans danger pour notre psyché d'être confronté à des images qui sont amenées par les médias, je le dis comme je le pense, différents types de médias, et que normalement on n'aurait pas confronté dans la vie réelle. Et ça, forcément, ça crée une espèce d'agression dans notre psychisme. Et quelquefois, notre tête, elle a besoin de digérer ça. Et ça se manifeste par un cauchemar. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est la récurrence en fait qui est problématique. Et on a une question de téléspectateurs. On nous dit « J'appréhende de m'endormir pour ne pas faire de cauchemar. Que dois-je faire? C'est difficile. » Alors, c'est là le plus souvent... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cauchemars, et surtout quand il commence à y avoir une insomnie, il faut bien regarder ça dans un contexte global. On ne peut pas se concentrer que sur le cauchemar ou sur l'insomnie. Il faut questionner l'humeur, il faut questionner l'appétit, il faut questionner la capacité à ressentir du bien-être, etc. Soi-même ou avec un spécialiste? Avec un spécialiste. Moi, je parle en tant que spécialiste, c'est qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire au préalable, parce que les insomnies et même les cauchemars peuvent être des choses qui sont satellites d'un authentique trouble psychique, type dépression, type trouble anxieux, etc. etc. Mais quand c'est isolé, si c'est vraiment isolé, le plus souvent, juste une bonne hygiène de vie et quelques petites techniques comportementales qui visent à se réapproprier le stimulus de l'endormissement, etc., sont suffisantes. Il faut juste, je voulais juste peut-être souligner quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être prescrits à visée sédative et qui peuvent causer des cauchemars. Donc ça aussi, il faut interroger la prise de médicaments, etc. Merci beaucoup à tous pour cet agréable moment d'échange et de partage sur le plateau d'On se dit tout.
Atman Lorabi, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Pardon, un petit coup de froid, c'est normal, c'est la saison. À vos côtés, Fatima Hasni, merci beaucoup Fatima, vous êtes consultante RH et coach professionnel. Et Iman Chahir, notre femme inspirante de la semaine, photographe et impliquée dans l'autisme. Merci à tous pour votre présence. On peut bien sûr retrouver cette émission sur notre site mediatv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Un grand merci bien sûr à toute l'équipe qui m'accompagne de Tanger à Casa en passant par Rabat. À bientôt, au revoir.